Bonsoir à tous, merci à vous de participer à cette visioconférence sur uveit et spondyloarthrite. Merci au professeur Wendling d'avoir bien voulu participer et faire cette visioconférence. Et merci aux partenaires institutionnels, le laboratoire UCB, pour cette conférence aussi. À la fin de la conférence, vous pourrez poser vos questions sur le chat sur votre droite. Bien entendu, il faut poser des questions générales et non de façon privée, car ceci n'est pas une consultation. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne conférence. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Daniel Wendling, je suis professeur de rhumatologie et non pas ophtalmologue, mais je m'intéresse beaucoup aux spondyloarthrites et dans ce sens-là, les uvéites sont également une pathologie que l'on rencontre fréquemment. Voilà mes liens d'intérêt avec différentes structures de laboratoires pharmaceutiques. Alors, les uvéites représentent une des manifestations extra-rhumatologiques les plus fréquentes en association avec la spondyloarthrite, que ce soit la spondyloarthrite axiale, la spondyloarthrite périphérique et les autres formes de spondyloarthrite, que ce soit le rhumatisme psoriasique, les arthrites associées aux entérocholopathies inflammatoires ou encore les arthrites réactionnelles et même les formes juvéniles de spondyloarthrite. Et ceci se retrouve là dans les critères de classification, ce sont les critères du groupe international ASAS qui ont été les plus récemment proposés dans les années 2010. Ces critères, vous les connaissez, vous avez certainement déjà vu ce type de diapositive dans des conférences précédentes. Et vous voyez que parmi les caractéristiques cliniques ou biologiques ou paracliniques associées et qui permettent de classer les patients comme porteurs d'une spondyloarthrite, vous voyez que l'uvéite apparaît en bonne place dans ces caractéristiques de spondyloarthrite et qui peuvent, devant une sacroiliite en imagerie ou chez un patient HLA-B27 avec d'autres manifestations, permettre de classer ces patients comme ayant une spondyloarthrite. Qu'est-ce qu'une uvéite? Eh bien, globalement, une uvéite, c'est une inflammation des structures intraoculaires, donc une inflammation de l'œil et de l'intérieur de l'œil en quelque sorte. Donc c'est différent de la conjonctivite qui est une inflammation de la conjonctive, qui est une membrane qui est située en dehors de la cavité oculaire et qui va également avoir un repli au niveau des paupières. Donc c'est quelque chose de tout à fait différent, une inflammation intraoculaire. Et donc ces uvéites peuvent se classer en fonction de la localisation. On va y revenir en image. Si elles sont à la partie antérieure de l'œil, c'est une uvéite antérieure. Si elles sont à la partie postérieure de l'œil, donc proche de la rétine, c'est une uvéite postérieure. Entre les deux, c'est une uvéite intermédiaire. Et puis, on peut avoir une inflammation de ces différentes parties de l'œil. À ce moment-là, on parle de panuvéite. Et donc, ces uvéites postérieures ou panuvéites ou intermédiaires sont les formes les plus sévères, alors que les uvéites antérieures sont globalement moins sévères, mais il peut y avoir des séquelles, on va y revenir. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération et à traiter de façon urgente. On y reviendra. Et puis, en fonction de l'évolution, on peut distinguer les uvéites aiguës, c'est celles qui vont durer quelques semaines au maximum, et les formes chroniques. Là, l'uvéite va durer plus de 3 mois. Et donc là, c'est un véritable problème ophtalmologique et qui va nécessiter aussi parfois des traitements généraux, pas uniquement des traitements locaux. Et puis, une autre forme particulière qui est la forme récurrente, avec des poussées multiples d'uvéites, parfois même en cascade en quelque sorte. Et ça aussi, ça peut être un élément à prendre en considération pour parfois engager un traitement général dans cette situation-là.
Et puis enfin, en fonction de la latéralité, l'uvéite peut être unilatérale ou au contraire bilatérale. Donc vous voyez qu'on peut déjà associer un certain nombre de qualificatifs devant une uvéite. Et donc finalement, les uvéites, c'est une grande famille avec différents types, des types topographiques, des types évolutifs et également en fonction de la latéralité, uni ou bilatérale. Pardon, excusez-moi. Et donc, globalement, ces uvéites, dans la population générale, elles sont loin d'être exceptionnelles. Donc, ne retenez pas les chiffres, ça n'a pas beaucoup de sens ou beaucoup d'intérêt. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel avec une prévalence de 0,1% par an. Donc, les ophtalmologues en voient fréquemment. Le plus souvent, c'est l'adulte d'âge moyen, mais les uvéites de l'enfance sont également présentes, pouvant représenter jusqu'à 10% de l'ensemble des uvéites dans certaines séries. Et il faut savoir qu'il peut y avoir des complications. Alors, ces chiffres sont un peu impressionnants, mais ça permet de finalement souligner l'importance d'une prise en charge et d'une prise en charge précoce chez les patients atteints d'uvéite. Alors, je vous l'avais dit, voilà la représentation ici, c'est une coupe transversale de l'œil, la partie antérieure ici, la partie postérieure par là. Eh bien, lorsque l'on a une uvéite antérieure, c'est comme son nom l'indique, la partie antérieure de l'œil. Vous avez ici le cristallin, ici l'iris, qui va former comme un diaphragme devant le cristallin, c'est un système optique, l'œil, et puis la chambre antérieure de l'œil avec l'humeur aqueuse ici, et puis en avant, la cornée ici. Donc l'uvéite antérieure, mais c'est l'inflammation de toute cette partie-là. L'uvéite intermédiaire, eh bien, c'est l'inflammation de cette partie entre la partie antérieure et la partie postérieure. Les uvéites postérieures, eh bien, c'est une inflammation de la partie postérieure, donc de la choroïde, et parfois avec une atteinte rétinienne qui peut poser des problèmes. Et lorsque l'on a une atteinte de l'ensemble des structures de l'œil, on parle de panuvéite. Et vous comprenez bien que lorsque l'on est dans cette situation-là, avec l'inflammation des différents segments de l'œil, c'est une forme particulièrement grave et qui est redoutée en particulier par nos collègues ophtalmologues. Alors la répartition en fréquence, ne retenez pas les chiffres, là ce sont différentes séries de la littérature, donc de services essentiellement d'ophtalmologie, donc il y a bien évidemment un biais un petit peu de recrutement, mais globalement, les uvéites antérieures sont les plus fréquentes, vous le voyez, entre 30 et 60% des cas d'uvéites, et les uvéites postérieures restent un petit peu notamment minoritaires, de même que les uvéites intermédiaires. Les panuvéites sont loin d'être exceptionnels, mais là encore, il y a, vous voyez, des biais de recrutement, notamment ici, c'est la série française de la Pitié. Il y a, là, c'est un centre spécialisé des uvéites, donc forcément, ils vont recruter plus de formes sévères, et donc les panuvéites sont certainement surreprésentés dans le cadre de cette série française. Peu importe, les uvéites antérieures sont les plus fréquentes. Ces uvéites antérieures, donc, c'est l'inflammation de cette partie antérieure de l'œil, et elles vont se caractériser, on va y revenir, par ces aspects d'œil rouge, douloureux, avec modification de la vision, une vision floue, et ceci de survenue habituellement relativement brutale. Et donc, c'est une véritable urgence ophtalmologique qu'il faut prendre en considération. Les étiologies de ces uvéites antérieures, il y a bien sûr ce qui nous réunit aujourd'hui, les maladies HLA-B27, mais vous voyez que dans les uvéites antérieures qui sont associées à une maladie de système, il n'y a pas que les uvéites associées à HLA-B27 et la spondylarthrite, il y a toutes les formes d'arthrite chronique juvénile, la sarcoïdose, d'autres maladies inflammatoires comme la maladie de B7. Il peut y avoir également des causes infectieuses multiples, et la liste là est loin d'être exhaustive. Et puis, parfois, eh bien, on ne trouve pas de cause précise. Dans cette situation-là, c'est une uvéite isolée qui est, dans le cadre des uvéites antérieures, volontiers associée à HLA-B27, on y reviendra, sans que ce soit une spondylarthrite. Et donc ça, c'est à prendre également en considération, puisque parfois l'évolution peut se faire secondairement
vers une atteinte rhumatologique. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut rechercher à l'interrogatoire. Les uvéites intermédiaires, je n'insiste pas puisque elles sont beaucoup plus rares dans la spondylarthrite. Donc, c'est ce qui concerne ce segment intermédiaire, comme on l'a vu. Et là, pour le diagnostic, il y a essentiellement une exploration ophtalmologique à envisager, puisqu'il n'y a que très peu de signes extériorisés, contrairement à l'uvéite antérieure, puisque la partie antérieure de l'œil, finalement, est visible par l'examinateur et même par le patient. Il en est de même de l'uvéite postérieure ou des uvéites postérieures, où là, c'est l'examen au fond d'œil qui va confirmer le diagnostic, même s'il existe des symptômes, avec notamment des troubles visuels, des flous visuels, mais là encore, très peu de signes extériorisés au niveau de l'examen de l'œil, de la partie visible en quelque sorte de l'œil. Et pour la panuvéite, eh bien là, comme on aura une atteinte antérieure, là, on peut avoir des signes cliniques visible, même par le patient lui-même. C'est un œil rouge, mais pas uniquement par atteinte de la chambre antérieure, mais une atteinte globale de la chambre intermédiaire et de la partie postérieure de l'œil. Donc, ces uvéites, vous l'avez compris, s'associent volontiers à la spondylarthrite, mais pas que, et beaucoup de maladies systémiques peuvent être associées à une atteinte inflammatoire de l'œil. Donc, c'est un élément qui peut poser des problèmes de diagnostic différentiel, notamment à l'ophtalmologue. Et vous voyez, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les spondyloarthrites, eh bien, c'est essentiellement l'uvéite antérieure, comme on l'a vu. Mais pour les MICI, les maladies inflammatoires de l'intestin, même sans spondylarthrite associée, c'est également une atteinte le plus souvent de la chambre antérieure de l'œil. Et puis, vous voyez que d'autres maladies, là, c'est une vascularite, une maladie rare, la maladie de Behçet, eh bien, ça peut être une panuvéite, ou parfois une uvéite postérieure. Et puis, la sarcoïdose, elle peut être également une atteinte de la chambre antérieure. Donc, vous voyez une très grande diversité des maladies qui peuvent s'exprimer par une uvéite ou être associées à une uvéite. Et certaines de ces maladies, la sarcoïdose ou la maladie de Behçet, peuvent parfois avoir des symptômes qui peuvent être proches de la spondyloarthrite. Et donc, le diagnostic peut parfois être véritablement ardu. Cela étant, les uvéites chez les patients atteints de spondyloarthrite, je vous l'ai dit, s'observent dans tous les types de spondyloarthrite, que ce soit la spondylarthrite ankylosante classique avec les signes radiologiques, le rhumatisme psoriasique, les arthrites associées aux maladies inflammatoires de l'intestin, les arthrites réactionnelles, les spondyloarthrites indifférenciées. Donc, vous voyez ici sur les données de la littérature avec des fréquences qui sont un petit peu variables, mais vous voyez surtout la spondylarthrite ankylosante, surtout les spondyloarthrites associées aux entérocolopathies inflammatoires, un peu moins le rhumatisme psoriasique de façon globale. L'autre caractéristique, et ça c'est un élément très important, c'est que la prévalence des uvéites augmente avec l'ancienneté de la maladie, avec la durée d'évolution de la maladie. Et vous voyez là sur ce travail rétrospectif là, de l'équipe de rhumatologie de Cochin, des méta-analyses des données de la littérature, et bien vous voyez que la prévalence, finalement la fréquence de l'uvéite au cours de la spondyloarthrite augmente au fil du temps, vous voyez, avec un peu plus de 10%, une dizaine de pourcents à moins de 5 ans, 20% au-delà de 10 ans, et vous voyez, avec des chiffres à 30-35% sur les formes les plus anciennes, après 25-30 ans d'évolution de la spondyloarthrite. Et donc, vous voyez que sur des formes anciennes de la maladie, eh bien, ça n'est pas quelque chose de rare. C'est un patient sur 3 pratiquement qui aura, au cours de l'évolution de sa spondyloarthrite, la possibilité d'une uvéite et en particulier d'une uvéite antérieure. Puisque les caractéristiques de ces uvéites au cours des spondyloarthrites, c'est essentiellement des formes aiguës, donc qui vont durer sur quelques semaines, vous voyez pratiquement 90% des cas, essentiellement des uvéites antérieures, comme on l'a vu, donc là encore 90% des cas, le plus souvent unilatérales, et vous voyez, beaucoup plus rarement bilatérales, beaucoup plus rarement postérieures, heureusement, puisque ces uvéites postérieures sont plus graves. Et puis, vous voyez, une fois sur deux,
des uvéites récurrentes, c'est-à-dire qui vont avoir tendance à récidiver, et ceci parfois indépendamment de l'activité ou de l'évolution de la maladie rhumatologique sous-jacente. Donc, uvéite aiguë, uvéite antérieure, unilatérale, récidivante. Ça, ce sont les caractéristiques de l'uvéite de la spondyloarthrite. Et puis, elles sont, dans la majorité des cas, peu sévères en termes de complications, mais malgré tout, vous voyez que si l'on reprend les données de la littérature, il peut y avoir quand même une diminution de l'acuité visuelle dans plus de 8% des cas, et puis des petites séquelles qui peuvent parfois être gênantes, ce qu'on appelle des synéchies ou des adhérences, qui font que finalement l'iris, le diaphragme, du fait de l'inflammation, va finalement se coller sur le cristallin, qui fait qu'après, ce diaphragme ne fonctionnera plus normalement et il y aura des anomalies que je vais vous montrer en image tout à l'heure. Et puis des formes plus embêtantes avec un œdème maculaire, donc ici sur la partie postérieure de l'œil, qui peut aussi poser des problèmes au niveau du pronostic visuel. Donc, ça souligne là ces possibilités de complications, souligne l'importance, l'intérêt d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge précoce. Alors, ces données ont été confirmées par une grande étude de pratique courante française. J'ai plus de 800 patients atteints de spondyloarthrite avec plus de 200 rhumatologues. Et vous voyez qu'on retrouve les chiffres de 30%, un peu plus, avec un antécédent d'uvéite ou une uvéite active. Et vous voyez que d'emblée, elles sont plus fréquentes chez les patients HLA-B27 positifs par rapport aux patients atteints de spondyloarthrite qui ne sont pas HLA-B27. On retrouve ces éléments, les uvéites aiguës, les uvéites antérieures, les uvéites unilatérales, et puis vous voyez les complications, 5%, les séquelles, 12%, et puis le plus souvent, ça réagit avec un traitement local sous forme de collyre, et on y reviendra tout à l'heure. Et on retrouve là, dans cette grande série française, l'impact de la présence d'HLA-B27 et de la durée de l'évolution de la maladie, puisque vous voyez que lorsque la maladie évolue depuis plus de 10 ans, le risque relatif est de 28% plus important par rapport aux formes qui évoluent depuis moins de 10 ans. Et lorsque le patient est HLA-B27, le risque relatif est 3 fois plus élevé de faire une uvéite que lorsque le patient n'est pas HLA-B27. Donc, ceci dans les spondylarthrites établies. Et puis, on retrouve des éléments un peu voisins dans le rhumatisme psoriasique, même si là, en reprenant les données de la littérature, vous voyez, les pourcentages sont un petit peu plus faibles, mais ça dépend également de l'ancienneté de la maladie. Vous voyez les formes de plus de 10 ans d'évolution, ici 22%, mais il y a d'autres séries où à plus de 10 ans, vous voyez, on a 8%. Donc, il y a une très grande disparité dans le rhumatisme psoriasique. C'est moins homogène que dans la spondyloarthrite axiale. Les manifestations d'uvéite sont plus fréquentes chez les sujets HLA-B27. Donc, ça, c'est une étude italienne et qui va finalement dans le même sens de ce qui a été dit. Donc, on ne va pas multiplier et commenter toutes les études. Elles sont très nombreuses dans la littérature. Et donc, ceci conforte finalement l'intérêt de reconnaître l'uvéite dans l'impact de classification des patients, que ce soit des formes axiales avec les lombalgies ou l'imagerie sacro-iliaque ou éventuellement la présence d'HLA-B27 et d'autres éléments, et puis la présence ou l'antécédent d'uvéite, et puis également dans les formes périphériques qui vont se révéler par une arthrite, une dactylite ou une anthésite, avec là aussi un certain nombre d'autres éléments, dont l'uvéite, qui va permettre, en association avec les éléments rhumatologiques, de classer les patients comme ayant une spondyloarthrite axiale ou périphérique. Alors, dans ces critères de classification, il faut bien s'entendre sur la définition de l'uvéite. Ce n'est pas simplement oui, j'ai eu une fois mal à un œil ou j'ai eu une fois un œil rouge. Non, il faut que l'épisode d'uvéite ait été confirmé par
un examen ophtalmologique, parce que vous avez vu que c'est très important d'avoir cette définition, puisqu'elle va permettre dans nombre de cas de classer correctement les patients et donc de confirmer finalement le diagnostic de spondyloarthrite. Et ceci se retrouve également dans les critères de classification de Bernard Amor, donc les critères français qui restent tout à fait valables. Vous voyez que là encore, l'uvéite apparaît en bonne place avec vous voyez, des scores, une pondération. Vous voyez que l'uvéite compte pour 2 points, qu'elle soit présente ou passée, et donc 2 points sur les 6 nécessaires à la classification comme spondyloarthrite. Donc vous voyez que c'est un poids important dans ces éléments de classification. Je vais passer sur cet élément-là et illustrer un petit peu ce que l'on vient de dire par une observation. Vous voyez un homme de 30 ans, tabagique, des rachialgies inflammatoires, des douleurs fessières à bascule, une thalalgie à prédominance matinale et une bonne efficacité d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, mais à forte dose. Et puis, il consulte parce qu'il a eu un œil rouge, douloureux, baisse de vision, une vision un peu floue. Et puis, à l'examen clinique, sur le plan rhumatologique, une petite raideur rachidienne, vous le voyez, sur le segment lombaire, sur le segment thoracique, avec une ampliation thoracique un peu diminuée, et une plaque de psoriasis sur le cuir chevelu et le coude. Alors, l'orientation diagnostique, bien sûr, devant ces éléments, elle est clairement vers une spondyloarthrite, mais le problème d'urgence, là, c'est l'œil, puisqu'un œil rouge, c'est une urgence ophtalmologique. Donc, il faut, dans ce cadre-là, adresser rapidement pour les médecins traitants et les rhumatologues aux collègues ophtalmologues. Et donc là, c'est pas prendre un rendez-vous sur une plateforme. Hein. Là, il faut que le médecin ou le rhumatologue décroche son téléphone et contacte directement son correspondant ophtalmologue, puisque là, il faut que le patient soit vu rapidement par l'ophtalmologue. La définition simplement d'un œil rouge ne suffit pas à faire porter le diagnostic. Hein, il faut un examen spécifique, l'examen à la lampe à fente, ça, il n'y a que l'ophtalmologue qui peut le faire pour confirmer l'uvéite et être sûr qu'il s'agit d'une uvéite antérieure et qu'il n'y a pas d'autres segments de l'œil qui soient également touchés par le phénomène inflammatoire. Donc l'ophtalmologue va faire ce qu'il fait habituellement, donc l'examen de l'acuité visuelle, qui est habituellement diminué lorsque l'on a une uvéite. Il va vérifier la tension intraoculaire, qui est habituellement normale, hein, pour faire le diagnostic différentiel avec ce qu'on appelle un glaucome, une augmentation de la tension dans l'œil. Et puis, il va faire un examen du fond d'œil pour s'assurer qu'il n'y a pas d'uvéite postérieure. Et puis, l'examen au biomicroscope ou à la lampe à fente, hein, qui va permettre de mettre en évidence les signes caractéristiques de l'uvéite, avec en particulier hein, ces éléments que vous voyez ici, hein, avec ce qu'on appelle le phénomène de Tyndall, hein, comme la neige qui tombe dans la chambre antérieure de l'œil, hein, ça signe les phénomènes inflammatoires dans la chambre antérieure de l'œil. Et donc ça, il n'y a que l'ophtalmologue qui peut le confirmer grâce à son examen au biomicroscope ou à la lampe à fente. Et puis, cet examen peut aussi mettre en évidence, lorsque l'uvéite évolue déjà depuis un certain temps et n'a pas été traitée de façon suffisamment précoce, ou lorsqu'il y a eu plusieurs épisodes d'uvéite qui ont traîné un petit peu, avec ce qu'on appelle ces synéchies ou des adhérences. Hein, vous voyez, hein, là, l'iris n'est plus rond, circulaire, comme on peut le voir au-dessus. Là, vous voyez bien que c'est irrégulier. Il y a là des zones d'adhérence. Hein, cette membrane qui est devant le cristallin est attachée finalement au cristallin qui est derrière, du fait des séquelles de l'inflammation qui n'ont pas été traitées de façon suffisamment précoce. Et donc, pour l'ophtalmologue, eh bien, la situation est parfois difficile. Donc, c'est bien le problème de l'uvéite qui apparaît lorsqu'il n'y a pas de diagnostic préalable d'une maladie générale. Et bien souvent, lorsque les ophtalmologues voient des patients pour une première uvéite, eh bien, ils font le diagnostic d'une uvéite antérieure, d'une uvéite intermédiaire ou postérieure. Et bien souvent, ils adressent le patient soit au rhumatologue, soit à l'interniste, pour finalement faire la part des choses et rechercher éventuellement derrière l'uvéite
d'autres symptômes qui pourraient orienter vers ces différentes maladies inflammatoires systémiques qui peuvent se manifester comme premier signe par une uvéite et notamment une uvéite antérieure aiguë. Alors, si l'on cherche à voir s'il y a des différences entre les uvéites HLA-B27 positives et HLA-B27 négatives, eh bien oui, il y a des petites différences. Et je vous l'ai dit, il existe une entité d'uvéite associée à HLA-B27, mais sans autre manifestation rhumatologique, sans spondyloarthrite. C'est une entité propre et qui va se distinguer des uvéites HLA-B27 négatives par un âge un petit peu plus précoce de survenue, une prédominance masculine plus importante que dans les formes B27 négatives, un début brutal et une évolution aiguë, le plus souvent unilatérale, et des récidives fréquentes, et l'association surtout avec les spondyloarthrites, c'est classique et logique. Vous voyez que dans les formes B27 négatives, c'est la colonne de droite, eh bien les choses sont un peu différentes, c'est volontiers chronique, plus volontiers bilatéral et granulomateux, les récidives sont plus rares et l'association là à la spondylarthrite est plus faible. Donc on voit bien que finalement le terrain HLA-B27 va également modifier un petit peu la présentation ou l'expression de l'uvéite, donc de l'inflammation oculaire. Alors les complications, on en a déjà parlé, c'est surtout ces adhérences entre l'iris et le cristallin, ce qu'on appelle des synéchies. Parfois dans des formes avec récidive multiple, la survenue précoce d'une cataracte, la possibilité d'une hypertonie, donc d'un glaucome, c'est possible, et puis l'œdème maculaire, on l'a déjà dit, une atteinte postérieure qui là peut retentir sur le pronostic visuel. Donc là, bien évidemment, le suivi ophtalmologique est important. Alors, qu'en est-il dans les formes récentes de spondyloarthrite? Et vous savez qu'en France, nous disposons d'une cohorte de formes récentes de spondyloarthrite, la cohorte nationale DÉSIR. Eh bien, dans cette cohorte, nous avions regardé finalement quel était l'impact de l'uvéite à la fois à l'entrée dans la cohorte, donc au début de l'évolution, et au cours des 5 premières années de suivi dans le cadre de cette cohorte. Donc, ceci était basé sur les données de la littérature que l'on a déjà évoquées, donc je n'y reviens pas. Simplement pour rappeler que dans cette cohorte DÉSIR, donc de formes très évocatrices de spondyloarthrite axiale récente, moins de 3 ans d'évolution des symptômes, eh bien on voit que l'uvéite au début est présente dans 8,5% des cas. Donc ça donne déjà une première indication, et que dans cette population-là, vous voyez que une partie, bien sûr, des uvéites commence après les premières douleurs rachidiennes, les premières douleurs de la colonne, mais vous voyez que dans un tiers des cas, eh bien, l'uvéite a précédé les premiers symptômes rhumatologiques, et donc ça, c'est un élément très important, et ça illustre bien le fait que cette uvéite, lorsqu'elle apparaît et qu'il n'y a pas de diagnostic sous-jacent, justifie de faire un bilan à la recherche d'une maladie, en particulier d'une spondyloarthrite. Et à l'inverse, pour le rhumatologue, eh bien, lorsqu'il voit un patient suspect de spondyloarthrite, il va rechercher par l'interrogatoire un épisode ophtalmologique dans les antécédents, parfois plusieurs années avant. Et lorsque l'on retrouve cette notion d'une uvéite dans les antécédents, eh bien, c'est d'emblée un élément très fort pour l'orientation vers une spondyloarthrite. Et puis, dans un peu moins d'un cas sur 5, vous le voyez, eh bien, l'uvéite est apparue pratiquement en même temps que les symptômes rhumatologiques. Donc là, dans cette situation-là, les choses sont souvent un petit peu plus claires. Mais j'insiste sur le fait là que l'uvéite peut précéder, dans un tiers des cas, les premiers symptômes rhumatologiques. Et donc, à l'initiation, à l'inclusion dans la cohorte, à la phase de début, eh bien, l'uvéite est associée à une atteinte cervicale plutôt que l'atteinte lombaire, à un problème infectieux précédant la maladie inflammatoire rhumatologique,
et également associé à l'existence ou à l'antécédent d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, en particulier une maladie de Crohn. Donc ce sont là aussi des éléments un peu particuliers qui sont des associations préférentielles et qui dégagent certainement un certain phénotype de la maladie. Et lorsque nous avons suivi finalement les patients sur 5 ans et que nous avons étudié l'apparition des nouveaux cas d'uvéite, eh bien, vous voyez, là, c'est les visites successives dans le cadre de la cohorte à 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24, 36, 48 et 60 mois. Et vous savez que cette cohorte est suivie globalement sur 10 ans. Donc, on fera, lorsque la base sera totalement disponible, on refera cette étude sur les 10 ans. Mais vous voyez que finalement, les cas, comme je vous l'ai dit, surviennent tout au long de l'évolution. Ce n'est pas forcément au début, hein, et c'est étalé vraiment sur tout au long de l'évolution. Et donc, ça illustre bien le fait que la prévalence ou la fréquence de l'uvéite augmente avec l'ancienneté de la maladie rhumatologique. Et donc, cette étude-là nous a permis finalement de calculer ou d'extrapoler une incidence estimée, vous voyez, à 1,3 pour 100 patients année d'épisodes d'uvéite dans cette cohorte. Et que quand on suit les patients là sur 5 ans, eh bien l'uvéite est associée là, à certaines manifestations particulières, notamment la dactylite, associée à l'inflammation biologique et également à l'inflammation sacro-iliaque en IRM. Donc vous voyez là aussi des particularités dans le cadre de la spondyloarthrite, des particularités lorsqu'il existe une uvéite associée. Et donc ceci permet de dégager certaines associations phénotypiques. Je ne vais pas détailler ces éléments-là, simplement pour dire que dans l'évolution, vous voyez, parmi les autres manifestations extra-articulaires, eh bien l'uvéite progresse. Vous voyez, chez les patients de moins de 10 ans, 11%. Chez les patients avec une ancienneté de plus de 10 ans, ben, vous voyez, on passe à 26%, alors que la prévalence du psoriasis a plutôt tendance à diminuer et que la prévalence de la maladie inflammatoire de l'intestin est globalement stable. Donc, vous voyez qu'au sein des manifestations extra-rhumatologiques, là encore, l'uvéite a une particularité en fonction de l'évolution, de la durée d'évolution de la maladie. Et puis, en faisant des analyses en cluster, eh bien, là aussi, l'uvéite apparaît de façon tout à fait particulière. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cette étude, ça nous pousserait un petit peu trop loin et ça ne change rien par rapport à ce qui a été dit précédemment. Et donc, on va terminer avec les aspects thérapeutiques parce que, vous l'avez bien dit, il est important de faire le diagnostic et le diagnostic précoce d'une uvéite parce qu'il faut traiter précocement ces uvéites, en particulier l'uvéite antérieure aiguë qui est encore une fois la plus fréquente et qui est celle qui est emblématique de la spondyloarthrite. Et le traitement, il est essentiellement local. C'est un traitement urgent, intensif, durée adaptée. 2 types de traitements dans ce traitement local. Traitement par collyre, le plus souvent dans un premier temps, surtout si on arrive assez tôt. Donc ce sont des mydriatiques, donc des collyres qui vont finalement dilater la pupille hein, pour éviter justement que l'iris vienne se coller au cristallin. Et puis un traitement anti-inflammatoire local qui est habituellement de la corticothérapie, hein, donc des collyres, de corticoïdes. Hein, donc vous voyez que là c'est important de ne pas se tromper. Vous avez vu dans un des tableaux au début que parmi les causes possibles de l'uvéite antérieure aiguë, il pouvait y avoir des causes infectieuses. Donc, il est important là de ne pas se tromper parce que si c'est de l'infection, il ne faut pas mettre des collyres de corticoïdes. Hein. Mais dans le cadre d'une uvéite non infectieuse de la spondylarthrite, bien le premier traitement sont des collyres qui vont dilater la pupille et des collyres anti-inflammatoires, habituellement à base de corticoïdes. Lorsque cela ne suffit pas, ben parfois il y a des injections locales de corticoïdes. Donc ça, c'est l'ophtalmologue qui maîtrise ça et qui va porter l'indication. Parfois, notamment s'il s'agit d'une uvéite antérieure associée à une maladie générale, et vous avez vu qu'il y avait des maladies parfois avec des noms un peu bizarres ou des maladies associées à des maladies très inflammatoires comme les vascularites,
eh bien, ça peut être une corticothérapie générale par voie orale ou même parfois par voie intraveineuse. Mais donc là aussi, ça dépend de la sévérité de l'uvéite. Et ça peut s'indiquer notamment dans les uvéites intermédiaires ou les panuvéites ou les uvéites postérieures. Alors, est-ce que l'on a des traitements qui permettent de réduire la fréquence des uvéites? Il y a eu des études, mais qui sont des études qui apportent des arguments un petit peu indirects. C'est le cas notamment avec la salazopyrine, qui est un médicament qui est parfois utilisé dans les formes notamment périphériques de spondyloarthrite, qui n'a pas l'AMM en tant que tel dans la spondyloarthrite, qui n'a pas l'AMM non plus dans le traitement de l'uvéite. Donc, vous voyez, l'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Donc, vous voyez que c'est un petit peu délicat aussi de l'utiliser, mais il y a eu des études qui ont évalué chez les patients qui ont été exposés à ce traitement par salazopyrine, qui ont évalué la fréquence des uvéites avant la mise sous salazopyrine et la fréquence des uvéites après la mise sous salazopyrine. Et ces études ont montré finalement, lorsque les patients étaient sous traitement par salazopyrine, une réduction du nombre de poussées et des épisodes un peu moins sévères. Donc, un argument indirect, hein, ce ne sont pas des études qui ont été faites pour montrer l'efficacité de la salazopyrine, ce sont des études rétrospectives et qui apportent ces éléments. Donc, c'est une petite information, mais ça n'est pas une preuve absolue. Il y a également des études un peu similaires qui ont été faites avec le méthotrexate, mais avec un petit peu moins de résultats. Alors, l'espoir, ce sont les biomédicaments, ça a été les anti-TNF, puisque il y a eu, dès les premières études avec l'utilisation des anti-TNF dans les spondyloarthrites, une évaluation finalement des poussées d'uvéite lorsque les patients étaient traités pour une spondylarthrite par anti-TNF. Et vous voyez des études qui ont déjà maintenant plus de 10 ans, même si le nombre de patients était pas très élevé, hein, mais vous voyez que le nombre d'uvéites pour 100 patients année avant les anti-TNF et après les anti-TNF, eh bien, réduit de façon significative. Vous voyez, 50 et on passe à 6 avec les anticorps monoclonaux. Par contre, avec l'étanercept, qui est le récepteur soluble, eh bien, vous voyez que là, ça ne bouge pas dans cette étude-là. Ça ne bouge pas non plus dans cette étude-là. Ça augmente même là dans cette petite étude avec l'étanercept, alors qu'avec un anticorps monoclonal, c'était l'infliximab, le Remicade, ben, ça avait diminué. Et d'autres études ont confirmé cet élément-là. Donc, on dispose d'autres études avec les anticorps monoclonaux, ici l'adalimumab. Là également, il a été mis en évidence, vous voyez une réduction des poussées d'uvéite antérieure aiguë, de moins 50% sur l'ensemble des patients exposés. Et vous voyez que chez les patients qui avaient eu des uvéites récentes, eh bien, vous voyez que c'est encore plus important, moins 68%. Donc, ça, c'est un élément important. Hein, et donc, ces études-là ont confirmé l'efficacité de l'adalimumab dans la réduction de la fréquence des uvéites antérieures aiguës, parce qu'il s'agissait bien de cela, hein, uvéites antérieures aiguës, chez les patients traités par anticorps monoclonaux pour une spondylarthrite axiale. Et puis pour l'étanercept, ben, là aussi des résultats, mais qui sont beaucoup moins probants, avec, vous voyez, dans certaines études, ben, pas de différence, même si le taux était parfois un peu plus faible. Et ceci a été retrouvé dans une étude rétrospective des différentes études contrôlées avec l'infliximab, avec l'étanercept. Et je vais faire très court. Vous voyez, les anti-TNF par rapport au groupe placebo, eh bien là, le nombre d'uvéites est significativement réduit chez les patients sous anti-TNF. Si l'on regarde par exemple l'étanercept seul par rapport au placebo, ben, vous voyez, c'est à la limite de la significativité, c'est
numériquement moins important, mais ça n'est pas totalement statistiquement significatif. Alors que si on prend là l'anticorps monoclonal par rapport au groupe placebo, ben, vous voyez que là, c'est très significatif. Et si l'on compare l'infliximab par rapport à l'étanercept, ben là encore, ça ne sort pas de façon totalement significative. Donc, voilà, globalement, les anti-TNF réduisent, notamment les anticorps anti-TNF, réduisent les récidives d'uvéite. C'est moins net pour l'étanercept. Voilà ce que l'on peut dire globalement. Alors, une autre question, si l'on envisage anti-TNF et uvéite, c'est ces possibilités de survenue d'uvéite sous traitement anti-TNF. C'est ce qui a été appelé l'effet paradoxal, alors même que l'anti-TNF était très actif sur la maladie rhumatologique, c'est-à-dire que la spondyloarthrite était améliorée par l'anti-TNF, et dans cette situation-là, apparaissait soit une récidive d'uvéite, ce qui peut se voir, hein, soit un premier épisode d'uvéite, ce qu'on appelait une uvéite de novo, donc premier épisode d'uvéite. Et donc, on a été posé la question de phénomènes un petit peu paradoxaux. Et ceci avait fait l'objet d'un certain nombre d'études rétrospectives. Et finalement, en comparant par rapport à des groupes contrôle, ben, il n'y avait pas de surrisque d'uvéite majeur dans ces situations-là. Même si une spondyloarthrite axiale va bien sous anti-TNF, la survenue d'une uvéite au cours d'une maladie spondyloarthrite n'est pas quelque chose de choquant. Donc, c'est des choses qui peuvent s'observer. Ça fait partie de la maladie et c'est simplement l'expression différente de la maladie. Alors, nous avions regroupé lors d'une enquête nationale ces cas d'uvéite de novo, donc les premiers cas d'uvéite apparaissant sous traitement anti-TNF à l'échelon national, et on a vu que finalement, c'était surtout dans le cadre de spondyloarthrite, notamment axiale, et que ben, c'était principalement sous étanercept par rapport aux anticorps monoclonaux que les choses apparaissaient. Mais là encore, sans éléments probants pour dire qu'il s'agissait d'un effet secondaire. Et donc, on peut penser que finalement, c'est l'expression de la maladie qui est moins bien couvert sur le plan de l'uvéite par l'étanercept, le récepteur soluble, par rapport aux anticorps monoclonaux qui, vous l'avez vu, ont plus d'efficacité sur cet aspect de la maladie qu'est l'uvéite. Donc, chez ces patients qui avaient fait ces uvéites de novo, eh bien, l'étanercept avait été arrêté, était maintenu chez d'autres patients sans qu'il y ait forcément de récidive. Il y avait eu sur les 39 cas, 12 cas récidivants. Et puis, le plus souvent, eh bien, les patients étaient passés du récepteur soluble à l'anticorps monoclonal sans récidive dans une bonne proportion de cas. Donc, c'est une option tout à fait possible et qui ne remet pas en cause le traitement anti-TNF. Alors, pour les autres classes thérapeutiques, alors on a, pour les anti-TNF, on a également des données, je ne vous les ai pas montrées là, plus récentes également avec le certolizumab, qui a montré également une efficacité nette sur les uvéites, mais ça se retrouve également avec d'autres anti-TNF de type anticorps monoclonaux. Pour les autres classes thérapeutiques, on n'a que très peu de données. Je vous montre ici un anti-interleukine 17 qui est le secukinumab ou le Cosentyx. Il y a une étude, mais qui est une étude rétrospective des études de phase 3, où vous voyez que finalement, il y a très peu de nouveaux cas, très peu de poussées, donc pas de risque particulier, sans pour autant que l'on puisse affirmer que l'anti-interleukine 17 a un effet de prévention sur les uvéites. Il faudra pour ça des études à plus grande échelle et surtout des études prospectives qui font défaut actuellement. Et il en est de même pour les JAK inhibiteurs qui, s'ils sont efficaces sur le rhumatisme, sur l'atteinte digestive, possiblement, sur le psoriasis,
pour l'instant, on n'a pas de données spécifiques sur les uvéites. Il ne semble pas en tout cas y avoir d'augmentation de survenue d'uvéites sous JAK inhibiteur. Donc les messages, et pour conclure, ce qui laissera la place à la discussion, l'uvéite antérieure, c'est la manifestation extra-rhumatologique la plus fréquente des spondyloarthrites, en particulier des formes axiales de spondyloarthrite. L'autre notion, c'est qu'elle peut être inaugurale de la maladie et la première uvéite peut précéder parfois de plusieurs années les premiers symptômes rhumatologiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. Que la prévalence, donc la fréquence de l'uvéite augmente avec l'ancienneté de la maladie, tout au long de la maladie. Donc c'est quelque chose qui est également à conserver. Qu'il y a également cette notion d'uvéite antérieure HLA-B27, mais isolée, sans manifestation rhumatologique, et qui peut rester isolée tout au long de la vie des patients. Et que c'est une urgence ophtalmologique, parce qu'encore une fois, traiter précocement et de façon correcte, eh bien, des collyres suffisent à contrôler les phénomènes et à faire rentrer les choses dans l'ordre. Par contre, pris avec retard, eh bien, il peut y avoir, vous avez vu, des séquelles et parfois des éléments péjoratifs pour le pronostic visuel. Donc ça, c'est un élément important. Donc, précocité de la prise en charge précoce. Effet des traitements, on l'a vu en particulier avec les anti-TNF et notamment les anticorps anti-TNF. Pour les autres classes thérapeutiques, pour l'instant, on n'a pas de données particulières. Mais encore une fois, ces uvéites représentent vraiment un élément important et, dans la prise en charge et dans le suivi des spondyloarthrites. Et je terminerai en remerciant mon ami le professeur Delbosque, qui est chef du service d'ophtalmologie dans notre établissement et qui m'a aimablement fourni les images, notamment d'examens ophtalmologiques que vous avez vus et qui permettent d'illustrer ces différents éléments. Et je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos différentes questions. Merci, professeur, pour cette conférence qui a sûrement répondu à beaucoup de questions d'entre nous. Donc, Fabienne va nous poser les questions que les personnes ont pu poser. Alors, professeur, vrai ou faux, l'uvéite est une expression de l'inflammation qui, bloquée par les traitements pour la SPA, trouve une possibilité de s'exprimer par l'œil. Une inflammation s'exprime toujours et si on bloque certains endroits, l'inflammation en trouve d'autres. Alors, c'est partiellement vrai, oui. Si vous voulez, les cibles ne sont pas strictement les mêmes, même si on traite par un anti-TNF, on va bloquer le TNF, mais si vous voulez, les phases évolutives de l'inflammation ne sont pas forcément synchrones, pas forcément identiques au niveau rhumatologique et au niveau de l'œil. Et donc, ça peut expliquer le fait que l'on puisse avoir une efficacité rhumatologique sur les symptômes de la spondyloarthrite, les douleurs inflammatoires, les réveils nocturnes, et que malgré tout, il puisse y avoir une inflammation de l'œil qui apparaisse. Donc, cette dissociation en fonction du territoire, en quelque sorte, se retrouve dans d'autres situations, notamment les maladies inflammatoires de l'intestin. Autre question, pourriez-vous développer l'œdème maculaire? Comment savoir si une uvéite entraîne ou a entraîné un œdème? L'information de l'ophtalmologue uniquement, y a-t-il des symptômes? Oui, donc ça, c'est l'ophtalmologue qui pourra vous le dire, ça. Il faut un examen au fond d'œil pour voir s'il y a un œdème maculaire. Donc ça, c'est ni le rhumatologue, ni le médecin traitant, ni vous-même en regardant dans la glace qui pourrait savoir ça. Mais souvent, l'œdème maculaire s'accompagne, en plus des douleurs, de troubles visuels.
mais pas toujours. Donc, l'examen ophtalmologique est impératif. On ne peut pas faire l'économie de cet examen-là sans prendre le risque de passer à côté d'une atteinte, notamment postérieure, qui est plus sévère. Lorsque l'uvéite est bilatérale, est-elle systématiquement bilatérale par la suite? Un patient ayant eu des uvéites de l'œil gauche ou droit, systématiquement, peut-il avoir par la suite une uvéite bilatérale ou peut-il espérer continuer à l'avoir d'un seul œil impacté? Donc, dans le cadre d'une spondyloarthrite, je vous ai dit, l'uvéite est le plus souvent unilatérale, hein, dans près de 90% des cas. Donc, quand même, le plus souvent, c'est malheureusement toujours le même œil qui fait les frais de l'uvéite. Mais parfois, ça peut être une uvéite contralatérale. Donc, tous les cas de figure sont possibles. Il n'y a pas d'exclusion, et donc c'est pas parce que le patient a fait 3 uvéites à l'œil droit malheureusement qui n'en fera jamais sur l'œil gauche. Devons-nous supposer ou nous préparer à une crise, un pic de SPA après avoir eu une uvéite? Pas obligatoirement, hein. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'évolution de l'inflammation à un endroit ou à un autre n'est pas forcément synchrone. Donc, il n'y a pas forcément dans les suites d'une uvéite une poussée du rhumatisme. L'uvéite peut évoluer pour son propre compte, indépendamment de l'évolution inflammatoire de la spondylarthrite. Qu'est-ce qu'une uvéite chronique? Tous les 6 mois, tous les ans ou tous les 2 ans? Alors, si vous avez une uvéite une fois par an, ce n'est pas une uvéite chronique, c'est une uvéite récidivante. On parle d'uvéite chronique lorsqu'elle dure au-delà de 3 mois, mais de façon continue, hein. Donc là, les choses sont un petit peu différentes. Si vous faites une uvéite de 3 semaines 2 fois par an, ou même 3 fois par an, c'est une uvéite aiguë récidivante. Voilà, une uvéite chronique, c'est une uvéite qui dure, dont l'épisode dure de façon continue sur plus de 3 mois. Y a-t-il des anti-TNF qu'il faut éviter lors d'uvéites chroniques? Alors, dans les uvéites chroniques, la situation est un petit peu différente de l'uvéite de la spondyloarthrite, puisque je vous l'ai dit encore une fois, dans la spondyloarthrite, ce sont essentiellement des uvéites antérieures aiguës, mais il existe des maladies rhumatologiques avec uvéite chronique. Il peut y avoir des uvéites chroniques dans la spondylarthrite, ça se voit également. Mais les uvéites chroniques dans les maladies rhumatologiques, c'est principalement dans l'arthrite juvénile idiopathique, donc les rhumatismes inflammatoires de l'enfant, hein, notamment la forme oligo-articulaire de la petite fille, et qui est une uvéite particulière qu'on appelle une uvéite à œil blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œil rouge, et donc il n'y a pas de signe extérieur visible. Et donc, dans les rhumatismes inflammatoires de l'enfant, là, il y a un suivi, les pédiatres et les rhumatopédiatres et les rhumatologues connaissent bien ça. Il faut un suivi ophtalmologique systématique, même s'il n'y a pas de symptômes, dans certaines formes, s'il y a des anticorps antinucléaires associés, enfin peu importe, pratiquement tous les 6 mois ou systématique avec un examen ophtalmologique. Après, j'ai oublié la question. C'était ça en fait. Y a-t-il des anti-TNF qu'il faut éviter lors d'uvéites? Qu'il faut éviter, oui. Alors, quand on a une uvéite chronique ou une uvéite aiguë récidivante, on va privilégier les anticorps anti-TNF. Hein. Donc, clairement, adalimumab, certolizumab, golimumab, et on aura moins tendance à proposer l'étanercept, qui est un récepteur soluble, et vous avez vu, qui est globalement moins efficace sur le traitement de l'uvéite que les anticorps monoclonaux anti-TNF. Et donc ça, c'est un élément un peu différentiel entre les anticorps monoclonaux et les récepteurs solubles dans l'indication de l'utilisation
dans la spondyloarthrite si on a une uvéite récidivante. Si c'est un antécédent d'uvéite, un seul épisode il y a 10 ans, là, ça n'a pas d'impact, si vous voulez. Mais si vous avez quelqu'un qui a fait 3 uvéites dans les 8 derniers mois, on privilégiera un anticorps anti-TNF très certainement. Est-ce qu'il existe encore des piqûres dans l'œil quand l'uvéite est grave? Oui, la réponse est oui, quand l'uvéite est sévère et qu'elle ne réagit pas ou pas suffisamment rapidement au traitement local. Les ophtalmologues utilisent encore cette technique-là de façon non exceptionnelle. D'où l'intérêt d'une prise en charge précoce. J'insiste beaucoup là-dessus et il faut vraiment, faut pas hésiter, il faut que le médecin ou nous, ce qu'on dit aux patients qu'on suit pour une spondyloarthrite ou chez qui on vient de diagnostiquer une spondyloarthrite dans le cadre de l'éducation thérapeutique, nous, on leur dit, vous avez une spondyloarthrite, a fortiori s'ils sont HLA-B27, puisqu'on sait que le risque d'uvéite est plus important sur un terrain HLA-B27 positif. Nous, ce qu'on leur dit, c'est que si vous avez un œil rouge, un œil douloureux, vision floue, il faut aller consulter un ophtalmo. Alors, soit aux urgences ophtalmologiques de l'hôpital si vous êtes proche d'une telle structure, soit voir un ophtalmo et faire le siège de son cabinet ou de son secrétariat en disant ben, j'ai une spondylarthrite, je suis HLA-B27, j'ai un œil rouge, je ne vois plus, c'est une urgence. Il ne doit pas vous donner un rendez-vous à 1 an ou à 9 mois, comme ça peut être le cas pour d'autres problèmes ophtalmologiques. Donc, et si ça ne va pas, ben, le médecin traitant doit décrocher son téléphone. Voilà, c'est un peu triste, mais parfois c'est la seule solution. Avec une SPA, est-ce possible, après en avoir eu plusieurs, de ne plus jamais avoir d'uvéite, bien que statistiquement, si j'ai bien compris, ça augmente généralement avec le temps. Ça augmente avec le temps, mais à l'échelon d'une population, vous l'avez bien compris. À titre individuel, on peut très bien avoir fait 5-6 épisodes d'uvéite sur 3 ans, et puis que les choses s'arrêtent et qu'il n'y ait pas d'autres épisodes dans la suite. C'est tout à fait possible. On n'a pas de facteur prédictif pour cela, pour savoir chez quel patient ça va s'arrêter, c'est imprévisible. Mais c'est possible, tout à fait. Après plusieurs consultations en ophtalmologie, j'ai toujours les yeux qui pleurent et depuis très longtemps. Je n'ai pas de réponse satisfaisante. Est-ce dû à mon âge, 68 ans? Est-ce en rapport avec la spondylarthrite ou avec les traitements, exemple Ambrel et Lamaline, et également du Loxène? Voilà. Alors là, si c'est un problème de larmoiement, ça n'est pas en lien direct avec la spondyloarthrite. Il n'y a pas de, il y a quelques cas de syndrome sec associé à la spondylarthrite, donc syndrome de Gougeot-Sjögren, mais là c'est tout à fait différent puisque là il y a un manque de larmes, donc voilà. Donc les yeux qui pleurent, larmoiement, il faut voir avec l'ophtalmo s'il y a une cause particulière, mais a priori ça n'est pas lié à la spondylarthrite. Ni au traitement de la spondylarthrite. Eh bien, professeur, il y a... Alors, attendez. Si, alors, il y a d'autres questions. Est-ce un problème d'avoir un vaisseau qui pète, entre guillemets, dans l'œil, jetant sur bêta-bloquant pour éviter un glaucome? Alors, le glaucome, je vous l'ai dit, c'est différent de l'uvéite. Donc, le glaucome, c'est une augmentation de la tension intraoculaire. Et donc, le mécanisme est tout à fait indépendant de la spondylarthrite et tout à fait différent. Il y a différents mécanismes dans les glaucomes, peu importe. Moi, je suis pas, encore une fois, je suis pas ophtalmologue, mais ça n'a rien à voir avec l'inflammation de la spondylarthrite. Donc, il n'y a pas de lien direct entre glaucome et spondyloarthrite. Donc, il y a les traitements propres du glaucome, ça peut être des bêta-bloquants, souvent des diurétiques et des traitements locaux. Cela étant, il faut parfois être prudent quand il y a un glaucome avec peut-être les anti-inflammatoires ou en tout cas la corticothérapie générale. Mais
On prend rarement des fortes doses de cortisone au continu dans la spondylarthrite. Alors, d'expérience, la prise en charge précoce n'est pas si simple. Lorsqu'on se rend compte que les choses ne vont pas à chaque fois, on commence par me parler d'autre chose que du VIH et de revenir dans 5 jours si cela ne s'améliore pas. Puis au bout, on se retrouve en urgence ophtalmo qui confirme une uvéite. Ben, oui, si vous avez pas, s'il n'y a pas eu de consultation ophtalmo au début, ça peut poser problème. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas le médecin traitant ni le rhumatologue qui peut confirmer ou infirmer l'uvéite. Donc, il faut qu'il y ait la consultation ophtalmologique précoce. Il n'y a pas d'autre option. Merci beaucoup, professeur, pour cette conférence. Il n'y a plus de questions de nos internautes. Donc, merci à vous. Et puis, j'espère que tout le monde a trouvé les réponses à ses attentes. Très bien. Ben, écoutez, bonne soirée, bonne continuation. Merci, professeur, et merci à tous. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir.